Trump ne se sent lié par rien du tout, par aucun des engagements. Il peut les déchirer à peine les a-t-il signés. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Il voit bien qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis pour leur sécurité, puisque ceux qui devaient garantir leur sécurité, les États-Unis, ont amené l'insécurité. C'est à cause de l'opération militaire américaine qu'ils sont bombardés. Tous les pays européens sont en train de payer la facture. En termes de budgétaire, en termes d'augmentation du prix du pétrole, en termes etc. Contrairement à ce que nous fait la propagande israélienne en France, la critique d'Israël, c'est pas demander la destruction de l'État d'Israël. Arrêter la fin du génocide à Gaza, ce n'est pas demander qu'Israël soit détruit, sauf à dire qu'Israël ne vit que pour faire un génocide, ce qui n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont contre le génocide aussi en Israël. Est-ce que c'est vraiment indispensable d'envoyer 3,8 milliards de dollars par an comme aide à Israël, qui n'est pas un pays sous-développé ? Bonjour et bienvenue dans Géostratégiques, l'émission qui décrypte l'actualité internationale avec Pascal Boniface, notre spécialiste en géopolitique. Bonjour Pascal. Bonjour Sarah. Au programme de notre émission, depuis plusieurs jours, les affrontements entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient autour du détroit d'Ormuz, cette voie maritime essentielle au commerce mondial. Donald Trump a même envisagé d'instaurer un péage pour les navires avant de faire marche arrière, tandis que les Émirats arabes unis cherchent désormais à s'affranchir de leur dépendance à ce détroit. Après le Moyen-Orient, direction La Haye, depuis plusieurs jours, l'administration Trump a lancé une offensive sans précédent contre la Cour pénale internationale. Les États-Unis appellent désormais leurs alliés à se retirer de l'institution et affichent clairement leur volonté de la démanteler. Une escalade qui intervient près de 2 ans après les mandats d'arrêt émis contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Gaza. Alors pourquoi les États-Unis s'en prennent-ils aujourd'hui à la justice internationale ? En dernière partie d'émission, on va s'intéresser à un nouvel épisode qui pourrait alimenter le débat aux États-Unis sur le soutien à Israël. Cette semaine, un élu démocrate américain, Ro Khanna, a affirmé avoir été retenu pendant près d'1 heure et demie par des colons israéliens armés lors d'une visite en Cisjordanie occupée. Il accuse également l'armée israélienne d'avoir pris le parti des colons lors de cet incident. Un épisode qui intervient alors que les violences commises par des colons israéliens en Cisjordanie connaissent une forte augmentation depuis le début de la guerre à Gaza. On rappelle que plus de 500 000 Israéliens vivent en Cisjordanie dans des colonies jugées illégales par les Nations Unies au regard du droit international et plus de 2200 Palestiniens ont été déplacés cette année en raison des violences commises par ces colons. Alors cet incident impliquant un membre du Congrès américain va-t-il permettre une remise en cause du soutien traditionnellement inconditionnel des États-Unis envers Israël ? Et quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur la politique américaine au Proche-Orient ? Pascal, lors de notre dernière émission, il y a 3 semaines, on avait abordé la signature de la fin de la guerre donc entre Donald Trump, qui a été signée par Donald Trump à Versailles, et Massoud Pezeshkian à Téhéran. Aujourd'hui, Donald Trump affirme que cet accord n'était qu'un test. Est-ce que c'est sa manière à lui de dire qu'il se fiche de l'accord, voire de montrer qu'il ne se considère pas forcément lié par des engagements pris ? Trump ne se sent lié par rien du tout, par aucun des engagements. Il peut les déchirer à peine les a-t-il signés. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Les lois, le droit, c'est vraiment pas son problème. Son intérêt, oui, et son intuition. Il pense que c'est sa morale qui compte. Et donc, il peut changer de position du jour au lendemain. Il a dit que les dirigeants iraniens, les nouveaux, ceux qu'il avait mis en place, selon lui, il a tué les premiers, mais c'est pas lui qui a mis en place les seconds, mais il dit que c'est lui qui a mis en place. C'est des gens très sérieux, beaucoup plus pragmatiques. Et maintenant, il dit que c'est des truands en qui on peut pas faire confiance, et que c'est des moins que rien, ce sont les mêmes avec qui il a signé quelque chose. Donc on voit bien que, Mais en fait, là, ce qu'il montre, c'est qu'il est en très grande difficulté. Parce qu'il a essayé les bombardements, ça n'a pas marché. Au contraire, ça a débouché sur une crise économique mondiale. Il a ensuite le blocus des ports iraniens. Mais en fait, c'est le détroit d'Ormuz qui a été bloqué, donc ça n'a rien suscité. Et les négociations, en fait, les Iraniens sont en position de force. Parce qu'ils disent, en fait, on a bloqué le détroit d'Ormuz, on a mis tout le monde à genoux, et donc on a une arme de dissuasion massive. On va en profiter. Maintenant, c'est nous qui allons diriger la circulation sur le détroit. Et donc, ils ont bombardé des navires qui passaient au large d'Oman et non pas au large d'Iran, sur la côte la plus proche d'Oman, en disant maintenant c'est nous qui fixons les règles de circulation.
ce qui est contraire au droit international aussi. Et Trump est rentré dans ce jeu parce qu'il a bombardé l'Iran et il a dit, écoutez, maintenant, on va prélever 20% de la valeur de la cargaison des navires qui passent par le détroit d'Ormuz. C'est une façon de nous rembourser par rapport à la contribution que l'on fait à la sécurité. Alors que c'est lui qui a mis la sécurité. Tout allait très bien avant le 28 février, avant qu'il ne bombarde l'Iran. Donc, sauf que quand tu fais une menace, il faut mieux pouvoir l'exécuter. Or, comment aurait-il fait pour taxer à 20% de la valeur de la cargaison les navires qui passaient? Il n'en avait pas les moyens. Donc, en fait, il fait des menaces, il a un sabre de bois. Et y compris au sein des MAGA, certains ont dit, mais en fait, il vient légitimer le discours iranien parce que les Iraniens veulent taxer par la suite le passage par le détroit d'Ormuz, ce qui est illégal, parce que c'est un détroit naturel, ce n'est pas construit par l'homme, donc le passage est gratuit normalement. Et les Iraniens sont même profités, ils ont dit, écoutez, nous, on fera moins cher que 20%, on fera une taxe, mais ce ne sera pas 20%. Donc il a quelque part accrédité l'idée que l'on pouvait taxer le passage du détroit d'Ormuz, et comme c'est irréalisable par rapport en plus à ces conditions, 20%, il revient en arrière, et en fait, il est vraiment comme une mouche dans un bocal. Il ne sait pas comment il va en sortir, sauf que c'est lui qui est rentré tout seul dans le bocal. Et autre chose, les Émirats arabes unis accélèrent la construction d'infrastructures pour contourner définitivement le détroit d'Ormuz. Ils veulent construire un nouveau port dans l'émirat de Fujairah, qui donne directement sur le golfe d'Oman et la haute mer. Est-ce que c'est le signe qu'ils considèrent désormais, les Émiratis, désormais le détroit d'Ormuz comme instable? Ils ont un plan B, contrairement à Trump qui n'a pas de plan B. Donc ils ont un plan B en disant si le détroit d'Ormuz devait être bloqué durablement ou si l'Iran de nouveau met la menace, parce que la différence c'est que pour les Émiratis, l'Iran n'est pas rattrapable. Ils ne se voient pas dans une meilleure relation. Ils pensent qu'il n'y a pas d'amélioration possible avec l'Iran, contrairement à l'Arabie Saoudite, contrairement à Oman, contrairement au Qatar. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a dit en fait le containment par rapport à l'Iran, qu'on suit depuis 30 ans, ça ne marche pas. Il faut passer à un autre stade des relations avec l'Iran. Il faut l'intégrer dans la région. Et donc, il faut encore que l'Iran y mette un peu du sien et accepte cela. Donc, on voit qu'il y a un vrai débat. Mais le temps qu'il construise cela, ça va pas être construit, c'est pas un Lego. Ça va pas être construit en une semaine. Donc, en fait, ça va quand même des mois, voire des années être construit. Donc, c'est une sorte de façon pour les Émiratis de dire on n'est pas prisonnier, mais c'est pas quelque chose qui va être opérationnel rapidement. Donc, l'urgence pour eux est la même, c'est la réouverture des détroits d'Ormuz pour pouvoir reprendre normalement la vie économique dans la région et surtout aussi qu'il y a moins d'idées de bombardement pour le tourisme, pour les hubs aériens qui sont dans cette région, parce que l'économie, outre le renchérissement du cours du pétrole et outre le blocage des pétroles qu'ils peuvent moins exporter, outre les destructions qu'ils subissent, ils subissent des pertes par la perte des recettes du tourisme, par la perte des recettes du hub aérien qui était le leur. Est-ce que cette annonce de la construction d'un nouveau port, en tout cas cette volonté de vouloir construire un nouveau port aux Émirats, c'est aussi une manière pour les monarchies du Golfe de préparer un avenir où elles dépendraient moins des États-Unis vis-à-vis de leur sécurité? Alors, en fait, oui, ils voient bien qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis pour leur sécurité, puisque ceux qui devaient garantir leur sécurité, les États-Unis, ont amené l'insécurité. C'est à cause de l'opération militaire américaine qu'ils sont bombardés. Donc, ils voient très bien qu'il faut passer par autre chose. Mais là, c'est plus un signal, effectivement, envoyé à l'Iran en disant « Vous pensez que vous avez toujours votre couteau sous notre gorge. On va effectivement faire autre chose. Mais quand même, le couteau sur la gorge des Émiratis, elle dure depuis assez longtemps. Elle durera encore. » Et si cette fermeture devait durer plusieurs semaines, quelles seraient les conséquences concrètes pour l'économie ça serait mondiale et en Europe? Le cours du baril est remonté à $80, donc il a pris 15 à $20 par rapport à la période de calme. Si ça continue, il va remonter à $100, voire encore un peu plus. Donc il y a urgence à calmer le jeu. Et Trump doit bien s'en rendre compte parce que à chaque fois qu'il hausse le ton, il a toujours l'impression que s'il tape du poing sur la table, tout le monde va être effrayé et tout le monde va se ranger à ses ordres. Alors des fois ça marche. Des fois ça marche parce qu'effectivement, on le voit, ça a marché au Venezuela. Delcy Rodriguez dit tout ce que vous voulez tant que vous n'envoyez pas les hélicoptères me chercher pour me foutre en tôle. Donc tout ce que faisait pas Nicolas Maduro, moi je vous obéis et même je vous baise les pieds. Mais l'Iran n'a pas marché comme ça et donc Trump doit un peu changer son logiciel. Il ne suffit pas d'hurler très fort et de taper du poing sur la table pour être immédiatement obéi. Ça ne marche pas à tous les coups.
Et l'accord que Donald Trump rejette aujourd'hui, qui dit que ce n'est qu'un test, avait pourtant été, en tout cas, accueilli par Emmanuel Macron à Versailles dans une mise en scène diplomatique importante. Aujourd'hui, quand on entend Donald Trump dire que cet accord ne signifie pas grand-chose ou qu'il s'agissait simplement d'un test, est-ce que ça fragilise la crédibilité de la France comme une puissance diplomatique? La France a été servie, effectivement, le phase de Versailles. À l'époque, Trump était tout fier de signer ce texte. À l'époque, il n'avait pas dit « c'est un texte qui ne sert à rien ». Il a dit au contraire que c'était le meilleur des textes qui n'ait jamais été signé dans l'histoire diplomatique des États-Unis, que c'était formidable, que les dirigeants iraniens étaient des gens formidables et que lui était un type formidable. Mais peut-on vraiment le croire? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'on ne peut pas le croire. C'est un menteur permanent. Et là, en fait, comme ça ne marche pas tout à fait comme il voudrait, il vient en fait bombarder l'Iran en aggravant le mal qu'il a lui-même provoqué. Donc il faut vraiment revenir en arrière parce que les midterm elections arrivent et qu'il risque quand même de subir une très forte désaffection du public. Les Européens restent pourtant très discrets sur ce sujet. Est-ce qu'ils ont encore une influence diplomatique au Moyen-Orient? Non, on le voit bien, les Européens sont tétanisés par rapport à Trump. Ils ont applaudi la signature de l'accord par Trump en disant « bon, voilà, ça va permettre la réouverture de détroit d'Ormuz », mais jamais ils ont dit que c'était une erreur dramatique de la part de Trump de leur bombarder. Ils n'ont pas participé au bombardement, ils ne sont pas laissés entraîner dans la guerre, mais ils n'ont pas opposé un front ferme et fort à Trump lorsqu'il a commis cette erreur qui leur a tous coûté très cher. Tous les pays européens sont en train de payer la facture. En termes de budgétaire, en termes d'augmentation du prix du pétrole, en termes etc. Mais on voit bien que les Européens, à part Pedro Sanchez, dont on peut espérer que l'Espagne gagne la finale dimanche pour que Trump soit obligé de remettre, non pas à son copain Milei, mais au contraire à l'équipe d'Espagne la Coupe du Monde. Et là, ça sera assez croquignolesque de voir cela. J'attends ça avec impatience en souhaitant que l'Espagne gagne. Donc Pedro Sanchez, qui est le seul qui s'oppose fermement à Trump, les autres se disent non, on ne peut pas se le permettre parce que sinon il va arrêter d'aider l'Ukraine et sinon il va nous mettre au coin. Ils sont un peu comme des élèves. Dans la classe, ils ont peur de se faire punir par le maître d'école Trump. Sauf que le maître d'école est complètement dysfonctionnel et qu'il n'y a aucune règle. Et donc, on devrait dire, il y a quand même une solidarité de la classe pour se dire le maître d'école est dysfonctionnel, si on est unis, il va arrêter de nous faire chier. Ben non, en fait, ils se disent, on se planque en espérant que les coups de règle ne seront pas sous nos doigts. Et finalement, est-ce qu'on peut se demander qui profite aujourd'hui de cette crise? Est-ce que la Russie, la Chine ou d'autres puissances peuvent tirer un avantage stratégique peut-être de cet affrontement entre Washington et Téhéran? Les Chinois ne sont pas croyants, mais ils remercieraient Dieu tous les jours de leur avoir offert Trump. Parce que chaque jour qui passe, chaque jour où Trump est plus dysfonctionnel, plus ils apparaissent comme étant sains, sereins, fiables, sans poser de problème. J'étais au World Peace Forum de Pékin la semaine dernière. Les Chinois triomphent modestement, mais visiblement. Disons, plus visiblement peut-être que modestement. Parce qu'en fait, tout le discours qu'ils mettent, c'est que nous, on respecte le droit international. Nous, on ne se lance pas dans des guerres. Nous, on ne vient pas vous créer des problèmes en bloquant des détroits qui vont augmenter votre facture pétrolière. Donc, on est là pour vous rendre service pendant que Trump est en train de vous rendre la vie plus difficile. Et donc, on voit bien qu'il fut, il y a une quinzaine d'années, la Chine n'était pas un partenaire fiable. La Chine était un pays qui était répulsif. On ne voulait pas trop y aller. Et les États-Unis étaient un partenaire fiable. Maintenant, ils sont en train d'inverser. D'ailleurs, même sur des détails, par exemple, aujourd'hui, on l'a vu aussi avec la Coupe du Monde, il est de plus en plus difficile d'aller aux États-Unis, y compris comme touriste. La Chine a supprimé les visas de tourisme. Donc, tu peux plus facilement aller faire du tourisme en Chine qu'aux États-Unis. C'est un renversement total. On voit à des petits détails comme celui-ci sur les visas, mais c'est des détails qui disent quand même quelque chose. Et donc, les Chinois se frottent les mains chaque jour en se disant quel bonheur d'avoir Trump à la présidence des États-Unis. Trump a finalement lissé l'image de la Chine. Par contraste avec sa propre image de brutalité, d'imprévisibilité. Quand les Chinois, quand ils disent quelque chose, ils ne disent pas l'inverse le lendemain. Donc on sait à peu près où on va avec eux. Il y a des choses qui peuvent ne pas plaire sur leur agressivité commerciale, mais ils ne vont pas avoir 3 discours en 3 jours différents, alors que Trump est obligé de réviser ta conduite à son égard tous les jours. Merci Pascal. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de notre émission.
On vous rappelle que notre émission se nomme Géostratégiques parce que c'est un clin d'œil aux bandes dessinées de Pascal Boniface qui sont illustrées par Tommy Dessine. Vous pouvez retrouver ces bandes dessinées qui s'affichent à l'écran sur tous les points de vente. Les États-Unis ont lancé une offensive diplomatique inédite contre la Cour pénale internationale. Dans une vidéo postée sur le compte X du secrétaire d'État américain Marco Rubio ce 13 juillet, l'administration Trump appelle désormais les États à quitter la CPI et affirme vouloir la démanteler. Depuis 250 ans, les Américains se gouvernent eux-mêmes en tant que peuple libre et souverain. Nous choisissons nos propres dirigeants, nous déterminons nos propres lois, et lorsque nous sommes accusés d'un crime, nous comparaissons devant un jury composé de nos propres pairs. C'est la caractéristique essentielle et indispensable de notre forme de gouvernement. C'est le fondement de notre mode de vie commun, mais aujourd'hui, des personnes puissantes, dans des endroits lointains, veulent nous retirer cela. Elles pensent qu'elles devraient contrôler vos lois, votre pays, votre vie, et peu importe que vous soyez d'accord ou non. À l'autre bout du monde existe une institution qui se fait appeler la Cour pénale internationale. Vous en avez peut-être entendu parler, ou peut-être pas, mais il est probable que vous ne connaissiez pas les noms de ses juges, de ses procureurs ou de son président, et vous n'avez pas à les connaître. Pourtant, au moment où je vous parle, la Cour pénale internationale et ses alliés mènent une guerre contre notre pays. Pas avec des balles ou des missiles, mais avec des textes de loi, des accords et la force de ce qu'ils appellent le droit international. Lorsque la Cour pénale internationale a été créée il y a 24 ans, on nous a dit qu'elle n'était qu'un filet de sécurité limité, une cour mondiale qui n'interviendrait que pour poursuivre les crimes les plus graves comme le génocide et les crimes de guerre et uniquement lorsqu'un État n'était pas en mesure de les juger lui-même. Mais la vérité, c'est qu'elle était quelque chose de bien plus radical et extrême. C'était un tribunal mondial composé de bureaucrates mondialistes non élus qui affirment que leur pouvoir est presque illimité. Le danger représenté par cette Cour internationale n'a fait que croître. Aujourd'hui, elle menace chaque aspect de notre système politique et juridique. Alors, Pascal, les États-Unis ne sont pourtant pas membres de la Cour pénale internationale. Alors, pourquoi consacrent-ils autant d'énergie à combattre une institution dont ils ne reconnaissent pas la compétence ? Ils étaient à côté et maintenant ils veulent qu'elle n'existe plus. Tu peux avoir un club, tu n'y appartiens pas, ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de le détruire. Donc c'est une graduation dans l'hostilité au droit international. Marco Rubio, le même, a dit que ce qu'on appelle le droit international était une arme utilisée contre les États-Unis. Et là, il dit que la Cour pénale internationale n'attaque pas les États-Unis avec des balles et des missiles, mais avec du droit. Donc le droit est vu comme une arme offensive, le soi-disant droit international, selon Marco Rubio. Alors, dès le départ, il y a une divergence entre Européens et Américains. Les Européens adhèrent massivement et tous les pays membres de l'Union sont membres de la Cour pénale internationale, dont le traité a été signé en 1998. À l'époque, c'est Bill Clinton qui est président. Mais ils se tiennent à l'écart, parce qu'il n'y a pas de majorité pour le voter au Sénat. Et donc, il y a une divergence. Mais les États-Unis sont comme la Russie, comme la Chine, comme Israël, comme les pays arabes qui ne signent pas ce traité. Normalement, quand même, il y a un bloc occidental contre la Russie et la Chine. Là, on voit qu'il y a déjà une divergence avec les États-Unis et les pays européens. Bon, chacun vit sa vie. On a quand même plus de mal à parler de valeurs communes quand même par rapport à cela. Mais là, c'est une graduation. Alors, il y a déjà eu le coup où ils ont pris des sanctions contre les juges de la Cour pénale internationale parce que ceux-ci avaient eu l'audace d'émettre un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et contre Yoav Gallant, le ministre de la Défense. Donc ils ont pris des sanctions, notamment contre le Français Nicolas Guillou. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus avoir de carte bancaire, ils ne peuvent plus faire des réservations d'hôtels, ils n'ont plus de compte en banque. Leur vie revient avant le numérique. Parce que tout ce qui est numérique passe par les États-Unis. C'est une réflexion à faire sur l'indépendance de la France. Donc en fait, ils ont sanctionné les juges qui sont traités comme si c'était des terroristes. Les juges de la Cour pénale sont traités comme des terroristes ou des gros trafiquants, des cartels de la drogue, contre lesquels ce type de sanction est prise d'habitude. Donc on voit quand même long. Et il faut reconnaître que les pays européens ne sont pas dits inadmissibles, pas question, etc. Et maintenant, Marco Rubio, en fait, comme il dit que personne ne réagit, elle va plus loin, il demande aux pays qui sont membres de la CPI de se retirer du traité. Mais là, les pays européens sont quand même mis au pied du mur. Soit ils acceptent et ils ont perdu à jamais toute crédibilité morale et politique, parce que ça veut dire qu'ils se couchent complètement devant une sorte d'impérium américain, soit ils résistent, mais là, il faut dire pourquoi. Il faut dire que ce que font les États-Unis n'est pas dans leurs valeurs, qu'il n'y a plus... Pour moi, ça, ce que fait Marco Rubio, c'est le dernier clou dans le cercueil du concept de monde occidental.
parce que, voilà, si tu es contre le droit, si tu es contre la Cour pénale internationale, que tu veux la détruire parce qu'elle incarne le droit, et tu dis, pas parce qu'elle juge mal, c'est parce qu'elle incarne le droit, et donc il faut que ça disparaisse, on ne peut pas, nous, en tant qu'Européens, dire on a les mêmes valeurs que les États-Unis. Clairement. Donc ça demande une clarification. J'espère qu'on aura le courage, peut-être que Pedro Sanchez pourra dimanche prochain en dire un mot à Trump en marge de la finale de la Coupe du Monde, mais en tous les cas, ça montre bien qu'on n'est plus dans le même monde. On n'a plus les mêmes valeurs avec les États-Unis, donc sortons de ce déni en disant, au sommet de l'OTAN, tout le monde s'est dit en brachanon sur la bouche, Folleville, les États-Unis ont réitéré leur attachement à l'OTAN. Ben oui, contre la Russie peut-être, mais là on voit bien que c'est tout à fait inadmissible. Et du coup, tu as un bloc de pays qui dénient la Cour pénale internationale, où tu as les États-Unis, la Russie et la Chine, et d'autres, les pays européens et quelques pays du Sud global. Et donc là, c'est quand même un très très gros caillou dans la chaussure européenne. Il y va notre crédibilité. On ne peut pas passer ça sous silence. Finalement, les États-Unis sont quand même en train de demander aux Européens de choisir entre leur alliance avec les États-Unis et leur attachement au droit international. Exactement. Alors, en fait, quelque part, par rapport à Gaza, c'est déjà le cas, puisqu'ils disent qu'il ne faut rien dire sur Gaza et l'alliance occidentale doit être plus forte que le respect du droit international et du droit humanitaire, ce qui bloque l'Allemagne, par exemple. Mais là, c'est un pas de plus parce que, effectivement, et ils menacent de sanctions les pays qui continueraient à vouloir faire prévaloir le droit sur quoi ? Sur la puissance américaine. Marco Rubio dit on a des soldats qui vont se battre pour le bien d'autrui et on veut les attaquer. Mais s'ils sont jugés devant la Cour pénale internationale, c'est pas qu'ils sont battus pour le bien d'autrui, c'est qu'ils ont commis des crimes de guerre. Et effectivement, la Cour avait ouvert une enquête sur le comportement de l'armée américaine en Afghanistan, où il y a eu des possibles crimes de guerre sur lesquels la Cour voulait enquêter. Et ça, bien sûr, les États-Unis, il est impossible d'enquêter sur eux. Le droit ne s'applique pas à eux. Ils demandent l'impunité, y compris par rapport aux crimes de guerre. Alors, officiellement, Washington estime que la Cour pénale internationale menace sa souveraineté, mais est-ce que c'est réellement la souveraineté américaine qui est en jeu, ou bien les mandats d'arrêt, comme tu l'as dit, émis contre les dirigeants israéliens, donc Benjamin Netanyahou et l'ancien Premier ministre de la Défense israélienne, Yoav Gaël, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi peut-être vouloir protéger Israël ? Oui, bien sûr, et eux-mêmes aussi, puisqu'il y a une enquête sur l'Afghanistan. Mais quand ils disent ils veulent empiéter sur notre souveraineté, c'est un peu comme si je disais il y a un code pénal qui empêche de tuer et il empiète sur ma liberté. Et donc, moi, ma liberté, c'est de tuer. Pourquoi je devrais être empêché par ce code pénal à la con ? Et donc, en fait, dire que la Cour pénale internationale empiète sur la souveraineté, c'est-à-dire que la souveraineté des États-Unis va jusqu'à leur donner un droit de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas la souveraineté, ça. C'est l'absence totale de droit, parce que, selon la logique de Trump et de Marco Rubio, rien n'est au-dessus des États-Unis, à part Dieu. Et donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et il n'y a aucune règle de droit qui puisse les empêcher ou limiter leur comportement. Et tu disais, il y a une volonté aussi plus large de remettre en cause, à travers cette volonté de démanteler la Cour pénale internationale, de remettre en cause l'ordre international né après 1945. Oui, donc, Marco Rubio l'a dit, c'est que l'ordre international né après 1945 est une arme, n'est pas seulement obsolète, mais c'est une arme qui est utilisée contre nous. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pas de droit. La loi du plus fort, c'est la puissance par rapport au droit. Le droit est une contrainte inacceptable qui vient justement limiter notre souveraineté, mais c'est la règle de droit justement de limiter la totale impunité. Et donc pour eux, comme ils sont puissants, ils n'ont pas besoin de droit pour être protégés. Est-ce que cette campagne américaine a des chances d'aboutir et quelles en seraient les conséquences ? Alors, il y a certainement, on peut avoir des pays qui vont se retirer. Parce qu'ils se disent, dans une relation bilatérale avec les États-Unis, je ne peux pas, on va voir quels seront les pays qui vont se retirer, mais l'Europe ne peut pas le faire, sauf à se faire harakiri. C'est-à-dire que si elle se retire de la Cour pénale internationale, qu'elle ait que se cacher au fond de je ne sais pas trop quoi, parce qu'elle ne pourra plus s'afficher sur le plan moral et même sur le plan de la crédibilité de la souveraineté. Parce que si elle accepte cela, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de souveraineté. Ça veut dire que dès que les États-Unis tous, ils sont enrhumés et qu'il faut tout de suite obéir aux États-Unis. Donc c'est la souveraineté européenne qui est en jeu. Si on cède à ça, ça veut dire qu'on n'est pas souverain, on est des vassaux des États-Unis, on est comme la Tchécoslovaquie par rapport à l'URSS en 1968. Merci Pascal, on passe tout de suite à la dernière partie de notre émission.
Ro Khanna est un élu démocrate américain qui affirme avoir été retenu pendant 1h30 par des colons israéliens armés en Cisjordanie ce samedi 11 juillet. Et il accuse même l'armée israélienne d'avoir pris leur parti. Pour reprendre les termes de Ro Khanna, les colons israéliens ont pointé des armes livrées par les Américains sur des Américains. Alors Pascal, est-ce que le fait qu'un membre du Congrès américain vive directement une situation que subissent régulièrement les Palestiniens peut changer le regard d'une partie des responsables politiques américains sur... C'est une pierre de plus dans le jardin des relations entre les États-Unis et Israël. On l'a déjà parlé. Ces relations deviennent de plus en plus tendues ou de moins en moins proches en réalité. Alors, les parlementaires français qui vont dans les territoires occupés subissent régulièrement. Ils sont humiliés à la frontière. Et bon, là... Comme c'est un démocrate, je pense que Trump ne va pas venir le défendre par rapport à l'administration israélienne, mais ça va quand même ternir l'image des Israël, parce que, comme l'a dit ce parlementaire démocrate, ce que j'ai subi n'est rien par rapport à ce que subissent tous les jours les Israéliens. Et donc... on voit que plus en plus, il y a de la distance. On a déjà parlé ici des propos très durs de Donald Trump sur Netanyahou, en disant des insultes, que sans lui, il serait en prison. On sait que J.D. Vance a dit attention, il faut faire attention à ce que vous faites parce que c'est de plus en plus difficile. Rahm Emanuel, qui est l'ancien maire de Chicago, un démocrate qui va concourir pour les primaires, pour être les présidentielles 2028, qui était considéré comme le pilier du lobby pro-israélien aux États-Unis, est venu faire un discours à Tel Aviv en disant « si vous continuez comme ça sera impossible de continuer à vous défendre ». Et donc on voit bien que chez les démocrates, c'est de plus en plus mal vu de soutenir inconditionnellement Israël. C'est qu'il y a bien sûr un soutien à l'existence de l'État d'Israël. Contrairement à ce que nous fait la propagande israélienne en France, la critique d'Israël, c'est pas demander la destruction de l'État d'Israël. Arrêter la fin du génocide à Gaza, ce n'est pas demander qu'Israël soit détruit, sauf à dire qu'Israël ne vit que pour faire un génocide, ce qui n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont contre le génocide aussi en Israël. Donc il y a de plus en plus de gens qui se disent « moi je veux pas être associé à ça » et qui refusent d'être financés par l'AIPAC, l'American Israeli Political Action Committee, pour dire non, moi auparavant, lutter contre l'AIPAC, on était sûr d'être battu aux élections. Maintenant, on ne veut pas être mêlé à ça et on se dit, si on a l'image de quelqu'un qui défend l'AIPAC, on n'aura pas la jeunesse avec nous. On n'aura pas les moins de 30 ans, on n'aura pas toute cette jeunesse qui se mobilise. Les candidats de Mandani, on a parlé il y a peu de temps, étaient élus à Brooklyn, le quartier le plus juif. Donc, chez les démocrates, il y a vraiment un doute parce que la gauche démocrate est beaucoup plus mobilisée sur Gaza que l'ensemble de la gauche française. Et chez les républicains à droite, en fait, ils se disent finalement, on suit Israël, mais pourquoi ? Et là où le démocrate a joué, c'est de dire, en fait, nous, on paye des armes. On paye des armes, elles sont retournées contre nous. Non, mais voilà, ça ne va pas la tête, quoi. Donc, en fait, ils se disent, est-ce qu'on a vraiment besoin, vu les besoins en infrastructure, pour les écoles, les hôpitaux, le système de santé, le train, les aéroports, les ponts aux États-Unis, est-ce que c'est vraiment indispensable d'envoyer 3,8 milliards de dollars par an comme aide à Israël, qui n'est pas un pays sous-développé ? C'est pas, on a supprimé USAID, qui arrête de lutter contre Ebola, qui arrête de lutter contre le sida dans les pays africains, et tout d'un coup, on continue cette aide massive à Israël. Et puis, il y a ce doute en disant, en fait, Israël nous emmène quelque part où on ne veut pas aller, parce qu'en fait, Netanyahou défend son international, mais des fois, il joue contre le nôtre. Et il y a même eu des enquêtes sur des ingérences israéliennes dans la vie politique américaine. Donc, voilà. L'alliance reste entre Israël et les États-Unis, mais de plus en plus, il y a des doutes. Et ce qui est important, c'est qu'auparavant, on disait qu'il y avait un soutien bipartisan massif des États-Unis envers l'Israël, parce que démocrates et républicains étaient unis sur le fait qu'il fallait soutenir, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse, Israël. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a toujours un consensus bipartisan, mais pour mettre en cause le lien avec Israël, sur d'autres bases, sur des bases différentes, sur la base de l'intérêt national côté républicain, sur les bases de la crédibilité morale côté démocrate. Alors, côté israélien, maintenant, Ro Khanna a dit que l'armée israélienne avait pris le parti des colons, justement, et donc n'a pas défendu le démocrate. Est-ce que les colons sont devenus une force politique capable d'imposer leur agenda au gouvernement israélien ? Clairement, et depuis longtemps. Ils sont 500 000, comme tu l'as dit, plus de 100 000 à Jérusalem-Est. Ça fait 700 000 personnes. Ça fait, tous ne sont pas électeurs, mais c'est une force. Et surtout, c'est une force sur laquelle s'appuient les deux alliés extrémistes de Netanyahou,
quitte à considérer que Netanyahou n'est pas extrémiste lui-même, Smotrich et Ben Gvir. Donc effectivement, ils sont une force électorale dont on tient compte. Et on voit bien que l'armée... Alors, il y a des militaires qui sont en plus idéologiquement d'accord avec les colons, parce qu'il y a une progression de l'extrême droite, y compris aussi dans l'armée. Ils sont unis par le racisme anti-palestinien. Ils considèrent que les Palestiniens ne sont pas des gens avec qui on traite sur un pied d'égalité. On déshumanise les Palestiniens. Donc en fait, il y a une sorte de fusion idéologique et psychologique entre l'armée et les colons. Et à chaque fois que l'armée tue ou que les colons tuent un Palestinien, il n'y a jamais d'enquête. Quand c'est trop visible, Israël dit on va faire une enquête dont on ne connaît jamais les résultats. Parce que c'est... Voilà, on oublie dès que c'est là. Et là, ils sont tombés sur un os parce que peut-être qu'ils pensaient que... Alors, ils avaient vu les bandeaux presse, mais ils se foutent des journalistes. Et peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un parlementaire américain, ce qui est un peu plus un gros morceau qu'une ONG et qu'autre chose. Mais dès que c'est des Occidentaux, on fait un peu plus attention. Mais comme l'a dit Rokana, effectivement, les Palestiniens subissent 100 fois, 1000 fois pire que lui parce que lui, il a été un peu bousculé, il n'est pas mort. Mais ce qui ça a été mis en avant, c'est effectivement la complicité active entre colons et l'armée qui ne fait pas respecter la loi et l'ordre, qui fait respecter l'intérêt des colons. Et Rokana explique que s'il était candidat à la présidentielle de 2028, les droits des Palestiniens seraient une priorité de sa politique étrangère. Alors, est-ce que la question palestinienne peut devenir un des enjeux électoraux majeurs des présidentielles 2028 ça aux le sera États-Unis? déjà pour les midterms, parce qu'il y a des candidats qui vont faire activement campagne en faveur de stop le génocide, en faveur de faites respecter les droits des Palestiniens, et disons pour des nombreux courants aux États-Unis sensibles à la question des droits de l'homme. Pour eux, c'est visible. Israël n'est plus un petit pays menacé d'être détruit par une masse arabe hostile. Donc cet argument moral, il est tombé depuis longtemps. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en sera pour les présidentielles 2028, mais l'agenda de la question est aujourd'hui, pour 3 ou 4 juifs américains sur 10, Israël commet un génocide. Donc, ils n'ont pas peur d'employer le terme de génocide, ça les révulse. Donc, ils sont contre cela. On voit qu'il y a aussi une divergence entre Israël et les États-Unis, aussi une divergence entre les juifs français et les juifs américains, qui n'ont pas la même perception et le même ressenti sur le conflit. Donc, effectivement, la question, disons, du sort des Palestiniens, et parce que, ce que disent beaucoup d'Américains, sans notre appui, c'est ce que dit J.D. Vance, sans notre appui, vous ne pourrez rien faire. Et donc, le fait que, oui, il y a d'autres situations dramatiques dans le monde, mais cette fois-ci, ce que fait Israël ne pourrait pas le faire sans l'aide inconditionnelle des États-Unis. C'est pour ceci que cette aide inconditionnelle est fortement remise en cause par une grande partie de l'opinion américaine. Merci Pascal et merci à vous d'avoir suivi cette émission avec nous sur le plateau du Média. C'était Géostratégiques avec Pascal Boniface. Si vous avez apprécié notre émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de l'actualité internationale. À bientôt.